Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Faisons des étincelles avec Sparkle. Ce soir, on revient sur un peu plus sur les basiques du langage de Sparkle. Les sessions qu'on faisait précédemment et on a fini sur les sessions, la série de sessions autour des phares et d'OpenRefine. On reviendra dessus sans doute. OpenRefine, je le garde sur coude. J'ai vu que ça intéressait du monde. Mais ce soir, du coup, on revient à le langage de Sparkle. Qui est-il? Comment fonctionne-t-il? Que fait-il? À quoi ça sert? Bonsoir tout le monde. Je vois qu'il y a plein de monde qui se connecte. Parfait. Du coup, ce soir, pour ceux qui me suivent en direct sur Twitch, de nouveau une session un peu interactive. N'hésitez pas à me poser des questions sur le Sparkle en temps réel. Que vous connaissiez déjà et que vous vouliez des précisions, ou que vous soyez débutant, n'hésitez pas à poser des questions même de base. Ce genre de session un peu questions-réponses. Si Twitch n'est pas forcément le média le plus adapté pour répondre aux questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Voilà. Du coup, donc ce soir on va faire du Sparkle classique, comme je disais. Oui, bienvenue aux nouveaux sur le live. Installez-vous, relaxez-vous, n'ayez pas peur. Le Sparkle n'est pas si horrible que ça. Pas tant que ça. Et justement, pour notamment les personnes qui sont débutantes et qui connaissent moins bien Sparkle, je vais commencer par présenter un petit nouvel outil qui est en cours de développement depuis plusieurs mois maintenant, ceci dit, par Wikimedia Deutschland, mais qui vient de connaître une mise à jour majeure hier ou avant-hier. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Hop là, on repasse sur mon écran. Alors non, pas Sparkle du coup, oups. J'espère qu'on m'entend bien aussi, j'ai fait des réglages un peu différents niveau son. J'espère que ça passe. Bonsoir tout le monde. Pozlovic, Oberflorian, H. Charazin, Da73, bienvenue tout le monde. Donc, le son est ok, parfait. Et normalement, vous entendez moins mon ventilateur qui tourne comme une brute derrière. J'ai changé le gain. Du coup, voilà un petit outil alors, qui, comme l'URL l'indique, est en test. D'ailleurs, je vais vous donner le lien vers que vous testiez de votre côté éventuellement. Donc il y a un petit outil qui est encore en test, donc si vous avez des remarques, si vous avez des questions, des suggestions d'amélioration, comme le dit, alors je vais peut-être agrandir un peu pour que vous voyez mieux. Ici, votre avis est le bienvenu, et c'est pas une blague, votre avis est vraiment le bienvenu, et c'est vraiment en plein développement en ce moment, donc n'hésitez pas à faire des remarques. J'en ai déjà fait moi-même, parce que donc pour l'instant, il s'appelle le Query Builder en anglais, et en français, constructeur de requêtes simples, et il y a une erreur, puisque c'est pas la requête qui sont simples, mais c'est le constructeur simple. C'est plutôt... D'ailleurs, si vous avez une bonne traduction pour Query Builder en français, constructeur n'est pas forcément le terme le plus approprié, créateur, assistant, bâtisseur, je ne sais pas. N'hésitez pas à faire vos remarques, y compris en français, il y a des francophones dans l'équipe qui pourront vous aider. Du coup, l'idée, c'est de ne pas faire des requêtes comme on fait habituellement en tapant tout un code ici comme ça, et puis qui est complètement chelou et qu'on ne comprend pas forcément pour les débutants. L'idée là, c'est d'avoir une interface visuelle où on peut sélectionner directement des éléments. Alors, du coup, quand je réduis trop, ça fait bizarre. Voilà. Et pouvoir mettre des requêtes et des conditions qui correspondent, qui bâtiront une requête Sparkle pour vous. Donc, qui va construire la requête Sparkle pour vous. Le terme constructeur n'est pas totalement inapproprié. Par exemple, en ce moment, je m'intéresse beaucoup aux monuments historiques. Donc, je peux demander de trouver tous les éléments qui ont la propriété identifiant Mérimée. Donc, ici, je demande quelle est la propriété, avec, parce que c'est en positif, je veux ceux qui l'ont.
Correspondant à, mais là j'ai pas de valeur en particulier, donc je dis quelle que soit la valeur, et puis avec ou sans référence, peu m'importe ici. Et donc limiter, on va limiter à 10 résultats, juste pour avoir vite fait les premiers résultats. Voilà. Et là on peut exécuter une requête comme on le fait habituellement. Et donc voilà un exemple de 10 monuments historiques, enfin 10 monuments qui ont un identifiant dans la base Mérimée, qui contient pas que des monuments historiques, mais principalement. Et si je veux, je peux faire afficher. Donc là, c'était très simple, mais voilà l'équivalent de la requête Sparkle qu'on a tapée, qui a été tapée pour nous, en fait. Voilà. Et donc, typiquement, les identifiants Mérimée, je sais que normalement, ils sont en France, donc je peux vérifier en demandant, du coup, là, en négatif, sans ceux qui ont pour pays correspondant à, et là, je vais mettre la valeur exacte, puisque je la connais, c'est France, avec un C. France. On ne veut pas. Correspondant à France. Ah, effet démo. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il a bugué? Normalement, il suffit de taper. Ah bah attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Prosographia, pays. Parce que j'avais mal tapé, je sais pas ce que j'ai fait. Fatigue, un peu. Oui, désolé. Je vois que le chat avait réagi plus vite que moi. Donc, exécuter la requête. Donc, normalement, je dois pas en avoir, ou très peu, ouais, j'en ai que 2. Grotte de Lascaux et vue sur un étrange. Mais du coup, là, pareil, je peux afficher la requête pour ceux qui, comme moi, aiment bien les requêtes, le code lui-même. Et vous voyez que vous avez la requête qui est ajoutée par rapport à la requête de tout à l'heure. Là, on avait ça. Et donc là, ça a ajouté un petit Minus P17 Q142, etc. Qui est fort pratique. On voit qu'on peut inclure les sous-valeurs ou pas. Alors là, en l'occurrence, ça change pas grand-chose. En l'occurrence, ça change rien du tout. Mais dans certains cas, ça peut être intéressant d'inclure les sous-sous-valeurs. Et une petite fonctionnalité qui est très pratique aussi, là, c'est avec et sans référence. Donc, je peux aussi demander que ceux avec, que ceux sans référence. Il y a un petit bouton pour supprimer. Voilà. Donc, c'est un outil que je vous conseille d'explorer. Parce qu'il peut être très pratique. On peut, voilà, et puis donc du coup ajouter autant de conditions qu'on veut. On peut relier les conditions avec un et ou un ou. On peut en ajouter, on peut en mettre autant, voilà, tout ce qu'on veut. Par exemple, on peut mettre aussi P131. Alors on peut taper le P131, je le connais par cœur, mais sinon effectivement localisation à plein et je vois tout de suite. Et là je peux mettre Bretagne par exemple. Et je vais en tirer pays. Donc là j'ai qui a un identifiant Mérimée et qui est situé en Bretagne. Et donc là en mettant inclure les valeurs à partir des sous-classes de cette valeur, j'aurais typiquement... Ah non, je suis pas sûr de ce qu'il va faire. Hein. Exécuter la requête, j'ai un doute. Avant de dire des bêtises... Oui, il me trouve rien parce qu'il fait... Oui, il fait P279 en classe, c'est pas P131. J'ai une nouvelle remarque à noter. Ah oui, tiens, c'est marrant, là, il fait pas le croisement comme je pensais. Ça sera amélioré, je le noterai. Bon, bah, je vais mettre du coup Rennes. Allez, Montrouge. Y a-t-il des monuments historiques à Montrouge? Sans doute, mais je ne le connais pas, donc je vais tenter. Et voilà des monuments historiques de Montrouge. Et je peux demander ceux qui sont, par exemple, seulement sans référence. Et comme ça, voilà. Donc voilà, l'usine de chaussures de Montrouge ou l'usine de matériel électrique industriel et électrique. Voilà, celui-là je l'ouvre et je corrige tout de suite d'ailleurs. Ça ne va pas du tout. Le matériel électrique. Et donc là, du coup, j'avais demandé qu'il n'avait pas de référence pour la localisation. Voilà, c'est situé à Montrouge, mais c'est pas précisé, alors que si je vais sur la notice Mérimée,
Je pense que c'est indiqué ici que c'est bien situé à Montrouge, donc je peux le mettre en référence. Ajouter une référence, affirmer dans base Mérimée par exemple. Hop là, on va mettre l'identifiant Mérimée pour dire où dans la base Mérimée, parce qu'elle est très grande cette base. Et puis on va mettre l'identifiant comme ça. Et donc, si on relance là, l'usine de matériel électrique industriel, normalement, elle devrait plus réapparaître. Je dis normalement parce que la requête parfois n'est pas immédiate, parfois il faut attendre quelques minutes. Non, elle apparaît encore parce que... On a combien de retard? Ah non, quelques secondes de retard, normalement ça ne devrait pas. Si je la lance de ce côté-là. Là par contre on la voit plus. Donc il y a peut-être un petit décalage encore avec l'outil. Je suis habitant de Montrouge, oui je le sais, c'était pas tout à fait par hasard que j'ai choisi Montrouge. J'aurais pu faire les panneaux biches aussi. J'ai cartographié dans OpenStreetMap tous les bâtiments historiques de Montrouge. Il faudra ajouter leur identifiant dans Wikidata, un de ces quatre. Complètement. Sauf qu'en fait, je suis pas sûr de comprendre, mais c'est l'inverse en fait. On ajoute... Oui, c'est ça. Ajouter l'identifiant Wikidata dans OpenStreetMap. C'est ça, on est complètement d'accord. Et là, en plus, du coup, toi qui as fait que les monuments historiques, là, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais ça, c'est pas un monument historique, c'est ce qu'on appelle un bien recensé dans l'inventaire général du patrimoine culturel de la France. Et donc, du coup, c'est pas des monuments historiques protégés, donc il n'y a pas toutes les conditions et les subventions d'ailleurs aussi qui vont avec. C'est un plus petit, entre guillemets, patrimoine, mais il faudrait faire. Et on peut faire les deux, ajouter OSM, ajouter dans OSM Wikidata. Dans Wikidata, on a la plupart des monuments historiques et des biens recensés. Par contre, on n'a pas forcément... on ne fait pas le lien de Wikidata vers OSM, c'est ça que je voulais dire. Et on n'a pas besoin parce que... Alors là, c'est pas le cas en l'occurrence, mais si je vais sur Montrouge lui-même, ça va t'intéresser, je pense, ou tous ceux qui s'intéressent. Mais voilà, il y a un lien automatique là qui se fait vers OpenStreetMap. Sans avoir besoin de le stocker, puisque en fait c'est un outil qui va récupérer le nœud dans le sens inverse. Montrouge lui-même a l'identifiant Wikidata. Donc sur cet identifiant Wikidata, avec un petit peu de overpass et de trucs derrière, il récupère tout seul. Voilà, c'était la parenthèse OSM non prévue. Hop là, on s'arrête là. Donc voilà ce petit outil de requête que je vous engage à tester. Si vous connaissez un peu Sparkle, ça peut être bien d'apporter votre expertise du Sparkle, ou votre expérience en tout cas, pour améliorer l'outil lui-même, qui est en cours de construction, comme je le disais. Et pour ceux qui connaissent pas Sparkle, ou qui veulent mieux le connaître, je trouve que l'élément visuel, ça peut apprendre, c'est un peu pédagogique, ça aide à apprendre comment fonctionne Sparkle derrière. Par contre, il n'y a pas toute la puissance du Sparkle. Il y a des choses qu'on peut faire en Sparkle et qu'on ne peut pas faire avec cet assistant-là. Pas pour l'instant, parce que l'assistant constructeur est en construction. Mais de toute façon, même à terme, il n'a pas vocation à tout remplacer. C'est plutôt pour faire les choses les plus simples. Je vois qu'il y a plein de questions dans le chat. N'hésitez pas à le tester, tout à fait, c'est ce que je viens de dire du coup. Il y a des gens qui font des blagues sur les panneaux de biche, normal. Les dates ne sont pas encore prises en charge en valeur ici. Si je prends construction, date de fondation, voilà. Ah, les propriétés avec une prise en charge limitée ne peuvent pas être filtrées par valeur. Ceci dit, on peut déjà avoir, en mettant 100 par exemple, là, je peux avoir des monuments historiques qui n'ont pas de date. Et c'est déjà intéressant. Par contre, il est lent du coup. Effectivement, j'avais pas regardé cette question de date.
Lorsque je modifie le lien affiché la requête 1, continue de pointer vers la requête avant la modification. Oui, il faut relancer la requête exécutée avant de cliquer ici, parce que sinon ça ne marche pas. Ça, je pense que c'est plus normal. Voilà. Par contre, il est tout cassé là. Je vais faire une prise en charge limitée, il n'aime pas ça. Pourtant, la requête qu'il écrit est correcte. Ça devrait marcher. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais je reviendrai sur cet outil-là plusieurs fois au fur et à mesure qui sera amélioré. Bonsoir Sandra, bienvenue. Donc voilà, je l'ai mis dans le chat, je vais vous le remettre une deuxième fois. N'hésitez pas à le regarder, cet outil. Il est vraiment assez pratique, je trouve, pour faciliter la prise en main des requêtes Sparkle. Voilà. Ouais, alors là, par contre, quand outil pas content, outil être cassé, lui toujours faire ainsi. Excusez-moi, voilà. Et sinon, voilà, si vous avez des questions autour de Sparkle lui-même, on va rentrer directement dedans. Du coup, pour ceux qui connaissent, ou ceux qui connaissent des langages similaires comme le SQL, une requête Sparkle, ça commence toujours par un select. Ensuite, les variables qu'on veut afficher, qui correspondront finalement aux colonnes du tableau final. Et ensuite, une partie where avec entre crochets les conditions. Par exemple, on avait tout à l'heure la condition d'être un monument. Donc la variable, je l'appelle comme je veux. Je vais l'appeler point d'interrogation. Enfin, elle commence forcément par un point d'interrogation monument. Et avec l'identifiant mérimée. Que je vais appeler ID. Hop là. Et je voulais ceux qui n'ont pas de pays. Et je vois que quelqu'un était plus rapide que moi dans le chat et a corrigé les données déjà. Bonsoir Bibliofab, bienvenue. Et donc qui n'a pas de pays. Pays, P17, voilà. Et quand on veut une variable vide, il y a plusieurs façons de faire. Vous avez vu tout à l'heure qu'il mettait une variable un peu étrange, commençant par un tiret bas, je sais plus quoi. Moi, j'aime bien mettre crochet ouvrant fermant pour dire variable vide. Et donc là, oui, voilà. Du coup, il n'y a plus de résultat puisque Charazin est allé corriger entre temps. Et si je mets pays France, parce qu'il y en avait un autre tout à l'heure que j'ai oublié d'ailleurs. Ah, voilà. Alors c'est quoi ça? Ah oui, la grotte de Lascaux. Qu'est-ce qui se passe? Pays Franci. Oula. Alors ça sent le vandalisme à plein nez. Voilà, c'est un vandalisme, j'annule. Merci très cher IP d'avoir voulu participer, mais raté. Hop là. Donc voilà, finalement, pour une requête très simple comme ça, c'est aussi, quand on a l'habitude, c'est aussi simple de la construire comme ça que de passer par l'assistant. À savoir qu'il y avait un assistant, d'ailleurs, je parle de nouveau futur assistant, parce qu'en fait, si vous cliquez ici dans l'interface normale de Wikidata, vous aviez un assistant de requête qui est beaucoup moins doué. Là, par exemple, on a deux conditions, et cet assistant boulet n'en reconnaît qu'une seule. Justement, le nouvel assistant, alors je sais pas s'il a pour finalité de prendre la place ici, ou celui-là sera juste désactivé. Ça sera un outil externe, mais cet assistant de requête, je le recommande très peu par contre, il marche pas très bien. Voilà. Très bien. Donc du coup, on a corrigé, alors, le 2 c'était l'autre tableau, etc. Un truc que j'utilise assez peu souvent, mais qu'on m'a demandé, donc je vais en parler ce soir, c'est le fait de compter, alors soit compter le nombre de liens vers les sites Wikipédia, enfin les sites Wikimedia, dont Wikipédia, auquel est relié un élément, ou de compter le nombre de propriétés sur un élément. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui essayent de faire ça de façon pas toujours simple, alors qu'il y a une instruction en Sparkle, enfin Sparkle pour Wikidata, qui est toute faite pour ça, et qui est Wikibase Statements.
statements, voilà. Toujours, on peut faire CTRL espace pour auto-compléter, et puis je peux l'appeler NB tout simplement pour compter le nombre. Et donc là, si je fais, là, si je fais ça, je vais en avoir beaucoup trop, 66 000, mais ça va passer, très bien, tant mieux. Donc là, je vais avoir tout un tas de monuments, historiques ou inventoriés, et j'ai ajouté une colonne qui va me dire combien j'ai d'informations, en gros, pour chacun de ces monuments. Et donc là, j'ai une colonne nombre que je peux trier, et on voit que le plus gros, le monument qui a le plus d'informations, en a 263, et celui qui en a le moins, par contre, il va en avoir 2 ou 3, 5, parce que je suis passé l'autre jour faire un peu de ménage sur ceux qu'on avait le moins quand même. Voilà. Petit jeu d'ailleurs, est-ce que vous saurez deviner quel est ce monument qui a autant d'informations? 263, c'est assez important, y compris à l'échelle Wikidata. Je vous laisse essayer de deviner, et je vois que Dinsfa nous dit que c'est très difficile d'utiliser assistant d'expérience. Je préfère le Rose Sparkle. Alors, Dinsfa, je suis d'accord avec toi sur cet assistant, qui est pas du tout pratique. Là, bah, voilà, par exemple, là, j'ai ajouté une condition, il a essayé de comprendre ce que j'ai fait, et il fait un truc super chelou. J'aime pas du tout cet assistant. Le nouvel assistant, par contre, est vachement plus intéressant. Et ce serait intéressant que toi, tu l'utilises, justement, Dins, et que tu nous dises ce que toi en penses. Du coup, je vois qu'entre-temps, malgré le lag de Wikipédia, j'ai eu des tests, des réponses. On me propose la Tour Eiffel, Notre-Dame, le canal de Nantes à Brest ou le Louvre. Alors déjà, je vois qu'il y a une personne qui triche, ou qui a fait la même requête que moi en même temps. C'est pas de la triche, à la limite, il a réussi à refaire la requête. Et je vois qu'il y a les 3 autres personnes qui sont focalisées sur Paris. Et non, ce n'est pas Paris. C'est effectivement le canal Nantes à Brest. Et en fait, la raison pour laquelle il a autant d'informations, c'est qu'il y a les informations entre guillemets classiques. Qu'est-ce que c'est, une image, date de fondation, création, etc. La localisation. Déjà, il est localisé dans 5 départements, donc ça augmente un peu. Il a plusieurs coordonnées pour le départ et l'arrivée. Mais il a surtout, quand on descend ici, comprend. Et on a toutes les écluses du canal de Nantes à Brest qui sont répertoriées, qui sont indiquées. Et donc il y en a quasiment 200, je sais plus combien. Et en fait, voilà, cet élément est surtout constitué d'une liste d'écluses. Hop là, je descends sans vous donner trop le tournis. Et si vous descendez ici, voilà, les 237 écluses du canal de Nantes à Brest sont toutes mises ici. Ce qui explique que cet élément soit aussi important. Le canal du Midi est jaloux, effectivement, mais en fait, le canal du Midi pourrait avoir encore plus d'informations, mais personne les a mises. Alors qu'il y a un groupe de wikidatiens bretons qui s'est intéressé aux écluses et qui a créé du coup un élément sur chacune des écluses et qui les a reliées sur le canal, l'élément général du canal. Voilà, et on voit que d'ailleurs, c'est vraiment un chiffre très élevé parce que le deuxième, je ne sais plus ce que c'est, mais il est plus qu'à 154. Ah oui, c'est l'aéroport. Et là, du coup, on a beaucoup d'informations parce qu'on a toutes les fréquentations. Hop là, je vais trop vite. Tout le nombre de passagers par année. C'est pour ça. Et du coup, ça c'est... Voilà. Et après, on voit qu'on descend très bas. Et c'est très rare d'avoir plus de 100 informations. Vous voyez, sur 66 000 résultats, j'en ai qu'une dizaine au-dessus de 100. Et très vite, on a très peu d'informations. Mais en fait, 90 informations, c'est déjà beaucoup. Et en fait, c'est déjà énorme pour un monument historique de donner autant de données. Voilà. Donc du coup, voilà ce petit Wikibase Statement qui est, je trouve, très pratique pour faire le comptage en un coup de cuillère à peau, littéralement, en une instruction, et qui donne tout de suite une idée. Moi, j'utilise souvent dans le sens contraire, donc du coup, plutôt ceux qui sont, voilà, qu'on n'ont que 5. Et là, par contre, 5 informations, c'est très peu. Par exemple, là, on a une croix discoïdale de Montferrand, et donc on sait que c'est une croix, qu'elle est en France, à Montferrand, que c'est un monument historique, et que c'est un identifiant mérimée. On voit qu'il n'y a pas d'image, pas de coordonnées, pas de date de création, il n'y a quasiment rien. Alors que c'est des infos qui sont souvent assez faciles. Alors, je ne veux pas le faire là forcément tout de suite. Mais ouais, voilà, tout de suite, je vois que c'est une croix du XIIIe siècle. Donc là, ça me prend littéralement 2 secondes pour mettre date de construction, création, fondation, voilà, c'est ça. XIIIe siècle, XIIIe siècle.
Hop là, publier. Et voilà, ça prend 2 secondes d'ajouter 2-3 infos comme ça. La coordonnée, c'est peut-être un peu moins facile à trouver, mais elle a quand même un article, donc à la limite, la coordonnée, c'est pareil, elle est peut-être déjà présente quelque part. Ah, c'est un MH qui a été radié par contre, c'est plus un MH. Ah, puis elle a été déplacée, c'est pour ça qu'elle a eu plusieurs coordonnées. Faudrait regarder plus précisément ce qui s'est passé. Et c'est sa date de début, date de fin. J'avais pas fait gaffe, mais ce n'est plus un monument historique. D'ailleurs, le fait qu'il manque des informations, là dans l'interface, à plusieurs endroits, il vous dit « Oh, c'est pas normal, il manque des informations, je suis pas content, je veux des coordonnées. » Bah voilà, typiquement. Et pareil, le petit gadget que j'ai en haut, un Recoin, me dit les informations les plus courantes qui sont manquantes. Donc les coordonnées, une image, une adresse, etc. Donc là, ouais, comme je disais, c'est un peu particulier, elle a déménagé cette croix, mais souvent, voilà, je me sers à me donner le nombre de statements le plus bas. D'ailleurs, je peux même, à la limite, souvent, je fais un filter NB inférieur à 6, par exemple. Et comme ça, je peux me faire une liste de travail des monuments qui ont le plus de... Enfin, qui ont le plus besoin de travail dessus, de correction, d'enrichissement en l'occurrence. Bonjour, bonsoir, bonjour chez toi d'ailleurs, de ton côté de l'Atlantique, Natarchive. Donc voilà, un petit filter, aussi une fonction que j'avais déjà expliqué plusieurs fois, mais que je rappelle, et qui sont des choses que fait pas encore l'assistant. Voilà, et tout comme on a Wikibase Statements qui sert à compter le nombre d'informations, de statements, comme on dit en anglais littéralement, on a aussi une autre instruction Wikibase dont je parle peu, mais qui s'appelle sitelinks. Et donc je vais l'appeler nblinks par exemple. Alors je vais garder les 5 là, hop là. Et qui va du coup en plus ici me donner le nombre de liens d'un article, enfin vers des articles Wikipédia ou des éléments. Donc en gros c'est ça là. Ici il va me compter tout ce qui est dans cette colonne de gauche là d'ailleurs. Donc que ce soit des liens vers des articles Wikipédia ou autre chose. Wikileaks, Wikinews, Wikicode, Commons, etc. Donc voilà, une petite instruction simple, encore une fois, Wikibase Sitelinks. Mais c'est très pratique, je trouve, pour facilement trouver des infos. C'est d'autant plus intéressant que si je conjugue les deux, là, je demande ceux qui ont peu d'informations côté Wikidata, mais qui ont des articles Wikipédia. Donc ça veut dire que potentiellement, celui-là, voilà, en plus il en a 2. Je sais pas pourquoi je l'ai fermé, c'est un peu idiot. Mais là, j'ai peu d'informations ici, mais je sais que si je vais ici dans Wikipédia, je peux trouver peut-être plus d'informations sur ce château. Je sais où il est, je sais à qui il appartenait, date de début de construction. Voilà, j'ai plein d'informations ici que je pourrais reporter assez facilement ici. D'ailleurs, il n'est pas du tout content parce que... Ah oui, il n'y a pas de statut patrimonial. Ah, c'est pas normal ça. Pourquoi il n'y a pas de statut patrimonial? Parce que c'est un nouveau monument peut-être, il a été classé récemment. Classé en 2016, c'est pas pourtant si récent que ça. Tiens, c'est étrange. Bon, je vais ajouter au moins les informations de classement. Statut patrimonial. Ah si, je l'avais là. Donc j'ai dit que c'était un MH inscrit. MH inscrit. Monument historique inscrit. Date de début. 2 février 2016, c'était ça? Oui, bah, j'ai fait un copier-coller, donc c'est forcément ça. Je peux aussi ajouter, j'ai vu, donc je l'avais vu ici, construit en 1485. Est-ce que j'ai l'information qui revient ici? Non, date de construction du XVIIIe siècle. Bon, ça je ferai plus tard, hors ligne. Et je regarderai en détail ce château. Parce que je suis étrange qu'il n'y ait une erreur. Alors, est-ce que tu peux aller au bout et trouver pourquoi il y a cette erreur? Bah, l'erreur, voilà. L'erreur est annulée parce que l'erreur ici me disait qu'il n'y avait pas cette information-là. Les différents niveaux d'erreur, c'est du coup... alors évidemment, ils apparaissent plus. Mais c'est le point d'interrogation... Non, le point d'exclamation, le petit drapeau, les suggestions, le point d'exclamation...
je retrouve plus mes mots ce soir. Enfin, on suggère quelque chose, et puis on a le petit éclair qui est là, le fait que il y a quelque chose qui va vraiment pas. Typiquement, on sait que dès qu'il y a identifiant mérimé, il doit y avoir statut patrimonial. C'est le genre de choses que je fais automatiquement. C'est comme quand il y a mérimé, il y a forcément pays égale France. C'est le truc que j'ai commencé par ça tout à l'heure. C'est automatique. Et donc là, typiquement, j'ai un petit drapeau parce qu'il me dit qu'il n'y a pas de référence. Et donc, je peux facilement aussi ajouter une référence. Affirmer dans base mérimée. Base, pas bae. Et ajouter l'identifiant mérimé. Alors, certains n'ajoutent pas l'identifiant, disant que vu qu'il est en dessous, c'est évident. Mais vu que certains monuments historiques, monuments pas historiques d'ailleurs, certains monuments ont plusieurs identifiants mérimés, je trouve que c'est toujours une bonne idée d'en mettre plusieurs. Voilà. Et Nord-Pen, c'est où ça exactement? Si j'agrandis pour voir justement vraiment dans le nord de la France, entre Béthune et Dunkerque, en gros, d'accord. C'est marrant qu'il manquait ce genre d'informations, parce que normalement, pour les monuments historiques, au moins pour ceux avant 2019, normalement, on a toujours un statut patrimonial. On avait essayé de faire une vérification. Mais comme quoi, il en reste encore parfois. Et je vois aussi qu'il y a un problème, éventuellement, je regarderai ça plus tard, je me le note dans un coin de tête. Mais ce qui s'appelle Château de la Tour ou Château de Norpin, parce que même là, voilà, c'est incohérent. Château de la Tour, Château de Nord. Faudrait vérifier tout ça. Comme le dit Acharajan dans le chat, référence nécessaire. Faudrait vérifier ces informations. Ah, mais en plus, là, il y a des images? Ah non. Il y a vraiment un truc bizarre. Bref. En tout cas, voilà des instructions qui sont peu connues mais très pratiques. Wikibase Statements et Wikibase Sitelink qui permettent très vite de trouver les informations. Puis si j'enlève ça, par exemple, ça va me donner, si vous avez suivi, tout ce qu'un identifiant mérimé, donc tous les monuments de France, un peu connus en tout cas. Et du coup, en faisant comme ça Sitelinks, je vais lancer le temps que ça mouline, je vais avoir tous ceux par nombre de liens. Et donc là, pareil, petite question pour le chat éventuellement, quel est le monument historique qui a le plus d'articles Wikipédia, qui est le PA 00 qui existe dans 161 projets Wikimedia, donc Wikipédia, Commons ou autres. Et là, en plus, je crois que vous avez donné la réponse tout à l'heure, normalement. Il y a moins de surprises. Quel est le monument français le plus connu? Le canal de Nantes-Brest. On recommence une deuxième fois. Non, là, ça ne marche pas deux fois de suite, malheureusement. Et en plus, du coup, vu qu'on a le Q243 ici, on a un indice en sachant que le chiffre est petit. C'est effectivement la Tour Eiffel. Et pas le Louvre, non. Voilà. Le suivant, on va regarder un peu, je suis curieux du coup. Notre-Dame de Paris et... Ah, le château de Montsoreau, d'accord. Donc des monuments qui sont effectivement très connus, y compris en France. Question touristique qui a eu un impact sur les articles sur Wikipédia, tout le monde a voulu, notamment après l'incendie. Château de Montsoreau, c'est quelque chose de différent, c'est qu'il y a des contributeurs qui contribuent beaucoup sur ce château, qui est très intéressant et connu par ailleurs, qui accueille un musée d'art contemporain très intéressant, mais qui du coup a fait beaucoup d'efforts pour qu'on un peu boosté pour que ce château soit mis en valeur. Voilà, donc il existe effectivement dans énormément de langues. Je suis impressionné en ourdou, en plusieurs langues chinoises différentes, il existe. Ça aurait pu être Versailles. Bah, Versailles doit pas être très loin derrière, hein, de 1946, là par exemple. Est-ce que c'est... Voilà, c'est ça. C'est le 4e Versailles, justement. Donc voilà. Alors, je vais revenir à la requête d'avant pour vous la partager. Non, je ne vais pas mettre ça. On s'en fiche. On va mettre ça. On va partager cette requête. Ça me permet de rappeler d'ailleurs qu'on peut partager une requête soit avec le petit lien ici, qui va partager la requête, le code de la requête non exécuté. Ici, et que ici on a un autre lien URL courte vers le résultat.
C'est plutôt le résultat qui intéresse, notamment si on veut partager sur les réseaux sociaux que vous avez fait un truc intéressant. N'hésitez pas à le mettre là. Et je vois qu'Acharagin a elle-même fait une requête de son côté. Et qu'a fait... Ah ben, très bonne idée de requête. Effectivement, les monuments historiques qui n'ont pas de... Alors par contre, si je la mets sur l'écran que je caste, ça sera encore mieux, plutôt que de faire sur le deuxième écran. Donc moi du coup je vais l'exécuter, mais sans l'exécuter de toute façon j'ai très vite vu qu'il y a identifiant Mérimée et pas de statut patrimonial. C'est justement ce que je disais tout à l'heure. Je vois que tu as laissé cocher d'ailleurs le P279 qui est inutile ici. Et oui c'est ça, et là il met ça, qui est un peu idiot. Moi je préfère écrire les... Voilà, j'ai un comme Deans, j'ai l'habitude de... J'ai mes habitudes de requête Sparkle, donc j'aime pas quand il y a trop d'infos comme ça servait à rien. Et je vois qu'il y en a quand même effectivement 159. Mon Dieu, il y a du travail à faire. Enfin, 159 sur 66 000, c'est pas tant que ça finalement, mais voilà. Très bonne idée. Je l'ajoute à ma to-do list. J'aime bien, je fais 1 heure de requête sur stream, sur Twitch le mardi soir, et je me retrouve avec de quoi m'occuper pour le reste de la semaine. Voilà. J'ai fait la requête avec Query Builder sans retoucher. Oui, c'est ce que j'ai vu, du coup, c'est pour ça qu'il y a du code qui est correct, hein, mais le Query Builder, il n'est pas forcément élégant dans sa façon d'écrire ses requêtes. On ne lui en demande pas, de toute façon. Il est efficace et ça suffit. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur Wikibase Statements ou sur d'autres instructions Sparkle que vous n'auriez pas forcément l'habitude. N'hésitez pas à demander. Sinon, vu que l'actualité du moment, c'est la neige à Paris ou à Rennes, en tout cas chez moi, je me suis dit que je ferais une petite requête sur des lexèmes, sur les lexèmes représentant le mot neige. Donc je vous laisse écrire la question. En ce temps-là, j'écris ma requête. Du coup, on va demander tous les lexèmes, tous les mots en fait, qui ont Wikibase, qui ont un lemme, donc le lemme étant la représentation d'un mot techniquement, et qui ont donc du coup, pas Wikibase, Ontolex sens avec une S minuscule, sens, et ce sens, élément correspondant, comment il s'appelle déjà, élément, bon je vais mettre proposition, je me souviens plus de la propriété fixe exactement, la neige, forme de pluie cristalline, c'est bien celle-là. C'est ça, et la propriété c'était 5137 qui s'appelle élément pour ce sens. Hop là, donc j'ai fixé, du coup là j'ai 23 résultats en recherche libre. Et si je mets élément pour ce sens, pourquoi il veut pas élément pour ce sens? Il m'embête ce soir. Les effets des mots, élément pour ce sens. Il n'aime pas les espaces. Enfin, il est... D'habitude, il n'y a pas de problème. Ah, mais non! C'est pas qu'il n'aime pas les espaces, c'est que je me suis trompé dans mon préfixe. J'ai mis WD au lieu de WDT. Élément pour ce sens. Quand j'écris correctement, ça marche mieux. Voilà. Et donc, j'ai toujours 23 résultats. Donc, ils étaient tous comme ça. Et donc, comme ça, voilà, j'ai une liste de mots qui veulent dire neige dans tout un tas de langues. Des mots que je ne m'embêterai pas à prononcer, puis des mots comme celui-là, que vous imaginez bien que c'est de toute façon imprononçable. Ça, c'est en fait un code qui correspond à la langue des signes. Des mots en hébreu, en chinois, etc. etc. Je vois que Pimous nous parle comme d'habitude d'ambassade, qui a fait une requête, je la regarderai tout à l'heure éventuellement. Et Acharagin qui demande si on peut faire des requêtes sur les lexèmes, sur le Query Builder. Je pense pas pour l'instant. Par contre, je suis en train de me dire que j'ai pas testé. Alors, je vais quand même tester avant de revenir sur cette requête-là, avant de passer dans les détails.
Parce qu'a priori, il n'y a pas de raison. Si je mets une propriété genre grammatical, par exemple, genre grammatical d'un mot, et que je lui demande quelle que soit la valeur, et que je lance ça, est-ce qu'il me donne des lexèmes quand même ou pas? Il devrait. Oui, il me donne des lexèmes quand même. Donc il y a moyen de faire 2-3 trucs. Par exemple, qui a genre grammatical, mais qui n'a pas de étymologie. Étymo, dérivé 2. Lexème d'origine le plus proche. Et par contre, là, ouais, pareil, il n'aime pas trop les lexèmes, donc c'est comme les dates, ça va être limité. Mais il y a moyen de faire des requêtes de base autour des lexèmes quand même. J'étais curieux, j'ai ma réponse. J'espère que tu as ta réponse aussi. Alors du coup, voilà, cette requête sur comment on dit neige. Je pensais pas que ça marcherait. Bah si, bah, les fonctionnalités de base, finalement, les lexèmes sont des entités comme les autres. C'est pas surprenant qu'au minimum ça donne un résultat. Par contre, effectivement, l'outil en entrée permet pas de sélectionner plus que ça. Donc là, je demande tous les mots qui ont un lemme. Les mots, les lexèmes en l'occurrence dans Wikidata ont forcément un lemme. Donc ça c'est juste plus pour une question d'affichage pour avoir voilà, Salji plutôt que 184 950 qui ne veut rien dire. Ensuite je demande pour ces mots ceux qui ont un sens et dont le sens est lié à la neige. D'ailleurs, vu que je finis une ligne par sens ici et que je recommence une ligne par sens, en fait, techniquement, j'en ai pas besoin de cette variable intermédiaire, je peux mettre juste comme ça. Hop là, ça va me redonner les 23 mots. Du coup, ça me donne juste une liste brute de 23 mots. C'est pas mal déjà, mais ça m'aide pas forcément beaucoup plus que ça. Ce qu'on peut faire déjà, la question évidente, je pense, dans vos têtes, c'est mais dans quelle langue sont ces mots? Donc je demande DCT language langue. Si je lance là, il va me donner la langue, mais il va me la donner en identifiant, ce qui n'est pas très parlant. Donc on va ajouter un petit service label pour récupérer le libellé en français. Du coup, si je demande le libellé en français, il faut que je le demande là explicitement. Depuis le début, j'utilise une étoile pour me dire donne-moi toutes les variables que tu connais. Mais là, il faut que je demande langue, label explicitement. Ça, il ne le connaît pas. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai une colonne supplémentaire qui me dit que Salji c'est en malais. Ça doit se prononcer aussi Salji, du coup c'est le même lexème, c'est le même mot en malais. Sne en danois. Langue des signes britannique, je ne sais pas le montrer, mais ceci dit, si je vous ouvre le truc, là normalement vous allez voir que ça, normalement j'ai un gadget qui automatiquement le transforme en truc. Non, il ne veut pas faire. Et ça veut dire d'ailleurs neige ou hiver. On a un lien là, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Donc on secoue les doigts et on descend les deux mains. Oui, comme le mouvement de la neige du coup. La langue des signes est parfois assez imagée, explicite. Donc c'est l'hiver et aussi la neige. Et du coup, il y a pour cette langue des signes-là un espèce de code un peu étrange. En fait, chaque partie du code ici correspond à quelque chose, genre là les mains qui sont ouverts, X, et puis X machin. Et en fait, c'est un code pour décrire les mouvements. Bref, peu importe, je trouve ça très drôle. Voilà, donc dans Ninorsk, etc., etc., dans tout un tas de langues, neige en français, voilà. Je sais plus qui m'avait question comment tu la lis cette requête, Alios. Je pense que voilà. J'ai répondu. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ce qu'on peut faire d'autre, c'est qu'effectivement, on a parfois plusieurs lemmes pour un seul même mot. Et on peut faire un truc qu'on me demande souvent, qui est une fonctionnalité de base, mais qui n'est pas toujours bien compris. Donc on va faire par mot dans la langue, puisque ça, de toute façon, il n'y en a qu'une. On va les grouper, les variables ensemble. En fait, on va regrouper, là, par exemple, ces deux lignes-là. Et donc, du coup, je fais un groupe concat ici. Et je vais prendre mes différents lemmes et je vais les grouper en tant que dans une nouvelle variable que je vais appeler lem. Donc du coup là ça va me prendre mes deux lignes et ça va me les mettre dans une deux lignes en un et ça va me prendre les deux lemmes ici et les mettre dans la même case. Plus concrètement. Donc là du coup j'ai plus que 19 résultats parce qu'on va voir qu'effectivement voilà pour le malais il y en a deux qui sont côte à côte et je sais que c'était l'hébreu voilà shla quelque chose là j'arrive pas à lire shle
Je ne me rappelle plus de la troisième lettre. Mais du coup, on a 2 fois le même mot avec ou sans les petits accents. Alors, si on zoom, vous voyez qu'il y a des petites diacritiques. Ici, voilà, les petits points. Pareil, c'est un nom, là, les Likud ou je ne sais plus comment, qui permettent d'indiquer la prononciation que je n'arrive pas à reconnaître. Est-ce qu'on a une prononciation d'ailleurs? Non! Que font les lingualibristes? Ils n'ont pas ajouté la prononciation de ce mot. Je suis déçu. Voilà. Donc du coup, là, voilà, tout à l'heure, j'avais 23 mots, 23 résultats. Mais en fait, j'avais vraiment que 19 mots, parce qu'il y en a qui sont en plusieurs fois. Pourquoi langue des signes britannique est présente 2 fois, par contre? C'est pas tout à fait le même. Vous voyez que les chiffres sont pas les mêmes. Donc ça, c'est la neige et l'hiver. Et ça, c'est quoi? Ah bah c'est un synonyme, c'est aussi neige. Ils ont 2 mots pour neige. Ça ressemble vachement au signe précédent. Il doit y avoir une différence, mais je laisse les spécialistes de cette langue vérifier, regarder. Voilà. Voilà, en tartare de Crimée, j'ai 2 orthographes pour le même mot aussi, neige. Voilà pour les, comment ça s'appelle là, les lexèmes. Ce que je voulais dire sur les lexèmes, c'est qu'il y a effectivement, comme le disait Charazin, c'est pas toujours facile à requêter parce qu'il y a des préfixes qui sont toujours très particuliers. En plus, il y a 2 préfixes sens. Ça, c'est quand même super piégeux. Le problème, c'est que ça a été fait comme ça au début, c'est un peu dur maintenant. Mais si vous tapez ontolex, vous voyez que vous avez sens avec un S capital et ontolex sens avec un S minuscule et qui ont un sens différent. Nikud, les diacritiques en hébreu, merci beaucoup. Ça m'aide pas à savoir comment on les prononce, mais au moins j'avais le Likud, ça n'a rien à voir, c'est un parti hébreu. Bref. Donc oui, quand on est dans les lexèmes, on utilise très souvent beaucoup de préfixes très particuliers qui sont pas faciles. C'est pour ça que j'aime bien remettre une petite couche de comment on fait des lexèmes, des requêtes lexèmes. Voilà une requête assez simple autour des mots sur la neige. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations qui sont intéressantes pour vous ici. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Qu'est-ce qu'on pourrait demander en plus de la langue avant de finir là-dessus? On pourrait demander optionnellement s'ils ont un genre grammatical. Genre grammatical. Sauf que par contre, si j'oublie de demander à l'afficher et à le mettre dans le groupe, il ne va pas l'afficher dans le résultat. Voilà. Et il y en a un certain nombre qui n'ont pas de genre, et puis plutôt que de mettre genre, je vais mettre genre label, ça sera plus explicite. Voilà. Donc, voilà. Masculin inanimé en slovaque, masculin en allemand et en hébreu, féminin en français et commun en danois. Ah, c'est marrant. Donc, il n'y a guère qu'en français que la neige est féminin. Où retrouve-t-on la doc sur Ontolex et DCT? Très bonne question. Alors, pour tout ce qui est préfixe en général, on a ici dans l'aide, quand on clique sur le petit triangle, une liste des préfixes qui permet au minimum de connaître tous les préfixes existants, même si dans 3/4 de vos requêtes, vous utiliserez cela. Il en existe beaucoup d'autres. Donc là, le DCT et Ontolex sont ici. Et du coup, non seulement il donne la liste des préfixes, mais il donne l'URL où trouver plus d'informations. Mais ceci dit, cette URL, je vais essayer de regarder, mais je suis pas sûr qu'elle soit toujours très explicite. Ouais, c'est de la doc hyper technique. Là, c'est la doc du schéma Lemon Ontolex, en l'occurrence. Si vous n'êtes pas habitué à ça, c'est pas forcément très plus facile pour lire. Je sais pas si Alios, ça te suffira avec ça. Sinon, on peut se contacter hors Twitch et j'essaierai de te trouver la doc plus précise. Ou peut-être que Oregon dans le chat peut donner un lien vers ou trouver les docs plus précis sur ce qui fonctionne. Et du coup, en tout cas, on a Ontolex, DCT
et Wikibase, je pense que c'est les principaux préfixes qu'on va utiliser autour des lexèmes, en plus des classiques, ceux-là en fait, les classiques là. Ah bah, voilà, quelqu'un d'autre a trouvé un lien, Dalf, merci. DALF, je ne sais pas comment prononcer. Wikibooks en anglais sur autour des données lexicographiques. Ah, c'est cool ça. C'est pas mal ce lien en fait. Puis ça va même me donner des exemples sur quoi faire ici éventuellement. Qu'est-ce qu'on peut regarder que j'ai pas récupéré? Le genre grammatical c'est bien, mais ah bah la catégorie typiquement oui. On va faire ça avant de conclure là-dessus. Du coup ça répond à la question d'Alios et moi je vais juste ajouter du coup j'ai déjà oublié comment il s'appelait, mais de toute façon en tapant dans ton lex, voilà, lexical. Forme de représentation. Non, c'est pas ça que je veux. J'ai été trop vite. Wikibase, lexical catégorie. Et on va l'appeler 4 comme ça. Et on va le mettre dans 4 labels. Et je la mets ici aussi. Voilà. Et donc voilà. Et donc sans surprise, j'ai que des noms. J'ai que des noms. On aurait pu avoir d'autres catégories lexicales, mais je me doutais que ce serait effectivement beaucoup de noms. Parce que pour tout un tas de raisons, cette propriété élément pour ce sens est actuellement utilisée en majorité sur les noms. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont d'autres questions autour des lexèmes, parce qu'effectivement, comme le dit Oregan, il y a encore pas mal de boulot à faire sur la documentation des requêtes pour les lexèmes. Et pas que sur les requêtes, mais il y a beaucoup de documentation des lexèmes qui sont... Enfin, il y a peu de documentation sur les lexèmes de façon générale, tristement. Donc, j'espère améliorer ça un jour. Je ne vais pas dire prochainement parce que je ne veux pas m'engager. Voilà. Qu'est-ce que... Si je prends le mot neige, qu'est-ce qu'il y a le mot neige qui pourrait m'intéresser? C'est rien de le dire, c'est exactement ça. Genre grammatical, précipitation, singulier, masculin, pluriel, bon ok, rien de spécial. Je vais vous partager cette requête. Et puis pour les 10 ou 15 dernières minutes, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je suis curieux, ouais, bah les lexèmes, il faut être curieux parce que c'est un truc qui n'est pas encore forcément très développé. D'ailleurs, ah bah voilà, je l'attendais. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas les 150 mots pour neige en Inuktitut? Je l'attendais, c'était à l'origine, d'ailleurs, la requête que je voulais faire, c'était quelle langue a le plus de mots pour neige selon Wikidata. Mais comme vous voyez, on n'a que 19 mots au total. En l'occurrence, c'est plutôt le malais ou l'hébreu qui ont deux variantes du même mot. Mais il n'y a même pas de deux mots. Il n'y a aucune langue qui a plusieurs mots pour l'instant dans Wikidata. Donc malheureusement, je ne peux pas... Une requête Wikidata ne donnera jamais que ce que... ne pourra jamais ressortir en résultat que ce que connaît Wikidata. Donc comment se fait-il qu'il n'y a pas les 150 mots pour neige dans Inuktitut? Ben, il n'y a pas dans ma requête parce qu'il n'y a pas dans Wikidata, il n'y a pas dans Wikidata parce que les gens sont pas encore rentrés les données dans les lexèmes Wikidata. En plus, le fait d'avoir 150 mots pour neige est une grosse légende, pour dire ça gentiment, et qu'en français, d'ailleurs, il y a plusieurs mots pour neige, hein, la neige, les congères, la glace, et si vous allez dans des dialectes un peu locaux, etc., je suis sûr qu'on peut trouver des dizaines et des dizaines de mots autour de la neige, autour de l'idée de neige. L'Inuktitut étant une langue agglutinante, c'est pour ça qu'il y a des choses qui comptent comme des mots, mais ça l'est pas toujours. Et donc en gros, il y a une légende et une surestimation du nombre de mots neige dans les langues esquimaux. Comme le dit Alios, Wikipédia, n'hésitez pas, c'est exactement ça.
J'étais en train de réfléchir si je pouvais faire une requête intéressante autour de ça, mais j'ai pas plus d'idées pour l'instant. Ça me vient pas. Je vais faire un petit silence et vous laisser poser des questions éventuellement. Si, plutôt que de prendre la neige, parce que la neige, c'était parce qu'il neige, que j'y pense, mais si je prends le mot ou, le composé chimique, voilà. Combien j'ai de résultats là? Ah, 39, c'est pas beaucoup plus. La poudreuse, bah exactement un exemple de mot en français pour désigner la neige. La puff, la blanche, etc. etc. Ouais, non. Je pensais qu'avec l'eau, j'aurais peut-être plus de résultats et je pourrais faire un truc qui est marrant, mais j'ai pas. Slush. Ah, ça y est. Mais alors du coup, si vous proposez tous ces mots, la poudreuse, etc., bah maintenant, du coup, ce qu'il vous reste à faire, et je vais à la limite, je vais conclure là-dessus, c'est que je vais aller sur Wikidata et je vais vous montrer comment créer un mot, créer un lexème. Je viens là-dessus. Essaye avec 20. Je suis pas sûr que le 20, ça soit mieux que l'eau. 13 résultats, c'est pas beaucoup mieux. Ah, il y a 2 mots en hébreu par contre pour 20. Encore une fois, l'hébreu qui est en double avec les prononciations indiquées ou pas. Il y a 3 mots en hébreu. Et ben voilà. Selon Wikidata, le mot qui a le plus de langues, hein, c'est le 20 en hébreu. Ok, d'accord. Ceci dit, je vois que... Alors, hop là, on va les trier par... Ces deux-là sont... Al, quelque chose aussi, ils ont l'air très similaires, ça doit être des mots de la même famille. Bref, s'il vous manque un mot, on peut aller du coup dans créer un nouveau lexème dans l'interface. Pourquoi je suis réduit? On va rebondir ici. Créer un nouveau lexème. Et donc du coup, avant de le créer, toujours être sûr qu'il n'existe pas. Mais je crois que le mot neige en breton n'existe pas. R. On va chercher pour être sûr. Si j'écris correctement, ça va être mieux. Non, il n'existe pas. C'est bien comme ça que ça s'écrit. J'ai un doute d'un coup. Oui, c'est comme ça que ça s'écrit. E-R-C-H. Donc vous tapez le mot, ce qu'on appelle le lemme, le mot vedette, en fait. C'est typiquement le mot qu'on trouve dans une entrée de dictionnaire. On indique dans quelle langue ce mot existe. Enfin, dans quelle langue ce lexème que l'on décrit est, parce qu'un même mot peut exister dans plusieurs langues, mais là, en l'occurrence, voilà. Et donc, au début, pour créer, il faut juste ces informations minimales. Le mot lui-même, la langue, sa nature grammaticale. Type de mot. Et ensuite, on peut ajouter au moins une forme. Et donc, R, c'est un singulier. À vérifier. Si c'est pas un singulier, il faudra que je corrige plus tard. Je vais quand même vérifier sur Garia Furch. Ah, pourquoi il marche plus le site? Pourquoi il marche plus son site? Non, c'est pas ça que je voulais, c'est pas grave. Ça marchait quand même. Je sais que j'ai... Eh non, c'est un collectif, ce n'est pas un singulier. Zut. Je m'en doutais. J'avais un indice comme quoi, parce qu'en breton, il n'y a pas toujours de... Un certain nombre de noms n'ont pas de singulier. Collectif, nombre grammatical. Voilà. Et donc RN pour le singulatif. Tif. Tchouk, nombre grammatical. Et on peut donc ajouter un sens. Alors qu'est-ce que... Ah ben il n'y a pas de description du sens là. Je suis bien embêté, je vais reprendre ça et puis je vais le mettre en français. J'aurais bien aimé mettre une description en breton pour le breton, mais tant pis. Et ajouter une déclaration.
élément pour ce sens. C'est ce qu'on a requêté tout à l'heure. Neige. Donc voilà, ça c'est vraiment le minimum. Minimum. Ah si, j'aurais pu récupérer aussi... Est-ce que c'est masculin ou singulier? Masculin. Le genre grammatical. Plat en air. Ouais, ok. Masculin, genre grammatical. Voilà. Et ça, c'est vraiment le, entre guillemets, minimum. Pour remplir un... Il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais c'est mieux que rien. Donc voilà le nom, la langue, 2-3 infos, et puis les formes que peut prendre ce mot. Et la description des étiquettes de langue. Est-ce que ça aura un sens de pouvoir lier un lexème à un élément du Wiktionnaire dans le futur? Et voilà, les questions que pose Acharazin répondent en creux à la question de quel Wiktionnaire, de chaque Wix, etc. Alors, en fait, les lexèmes et le Wiktionnaire, déjà, n'ont pas le même type d'approche de la linguistique, enfin de la lexicographie. C'est que là, on travaille vraiment par mots. Et donc, typiquement, dans le même lexème, par exemple, je mets le singulier et le pluriel, enfin, collectif singulatif ici, mais c'est la même idée. Là où R et RN, ça va être deux entrées différentes dans le Wiktionnaire. Eux, ils entrent par forme, justement, ou par lemme. Donc, du coup, c'est pas pratique de faire le lien. Et en plus, il y a 70, 80, je ne sais plus combien de Wiktionnaires différents, donc c'est pas pratique. Par contre, si on va sur le Wiktionnaire, .org/wiki, c'est apostrophe H, voilà, c'est apostrophe machin. Ah oui, bah alors du coup, mauvais exemple. Mauvais exemple. On va prendre le chien, en breton, qui. Ici, on est sur le chien, sur le qui, c'est le mot chien en breton, puis enfin c'est tout un tas d'autres mots. Donc on voit bien que c'est pas par mot, c'est par tous les mots sont ensemble ici. Mais je me suis créé un petit gadget ici qui me lie vers tous les lexèmes correspondants, puisque en fait on peut faire le lien automatiquement, puisqu'en fait il va chercher automatiquement tous les lexèmes qui ont une forme en KI. Donc comme ça, et là, je sais pas ce que c'est que tous ces mots, mais en logement, ok. Legit. En Minnan, ah bah tiens, c'est plus pour toi, c'est Alios. Voilà, qui. Puis je sais pas ce que c'est les autres. Ah bah c'est 3 fois le. J'ai pas fait gaffe, mais c'était 3 fois le 3000 sur celui-là. Parce qu'il apparaît 3 fois ici. Donc le gadget est un peu brut, mais vu que les entrées du Wiktionnaire sont par chaîne de caractères, simplement, et que les chaînes de caractères, on les a ici, plutôt, on peut faire le lien assez automatiquement. D'ailleurs, tout comme le lien entre ici, entre un Wiktionnaire et les autres Wiktionnaires, ici, se fait avec une extension qui s'appelle Cognet, et qui se base uniquement, je ne sais pas, mais qui se base principalement sur le chaîne de caractères. C'est le classificateur pour les objets longilignes, sans doute. Measure word used for counting body part like mount, noise or other measuring. Oh, il y a une faute d'orthographe là. Some stuff. Measuring. Pourquoi il ne veut pas modifier? Measuring. Exemple d'utilisation. D'accord. Voilà pour conclure. Ah, le script clignotant, ça c'est effectivement c'est une invention de moi. C'est pareil, c'est un script que je me suis mis parce que je déteste qu'il n'y ait ni sens ni forme, surtout forme. Enfin, je veux dire, là typiquement, il n'y a pas de forme alors qu'il suffit de prendre au moins le mot vedette comme forme, quoi. Ça prend littéralement un clic et ça m'énerve de ne pas le voir. Donc du coup, voilà. Faudrait que je le mette que sur forme parce que sens c'est un peu plus délicat à ajouter éventuellement. Là, par exemple, si je connais pas du tout ce mot, je peux rien faire. C'est une bonne question. Comment s'appelle ce script? Command.js. TPT machin.
C'est pas un JS, c'est un CSS, c'est juste de la visualisation. C'est ça. C'est celui-là. Obnoxious Lexem add button.css. Du coup, je le mets dans le chat pour toi, Acharazin. Et donc ça, c'est le script. Par contre, je sais pas si tu parlais de ce script-là. Mais ça, c'est le script qui fait clignoter quand il manque ici, comme ça. Alors, clignoter, puis bordure pointillée rouge. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas oublié. C'est bien d'avoir commenté son... Il n'est pas très commenté. Hein. Justement, là, typiquement, dans le CSS, il n'y a aucun commentaire. Dans mon JS, j'ai mis... Non, j'ai pas mis de commentaire non plus, mais j'ai regroupé par utilité, en fait. Typiquement, tous ces trois-là, c'est ceux qui ajoutent des liens à gauche. Celui-là, c'est celui qui ajoute le lien OSM dont je parlais à Overflorian au tout début, d'ailleurs. Ça ajoute des liens vers VIAF, etc. Ceux-là, c'est deux qui sont sur les entités, etc. Les schémas, etc. Je ferai peut-être une session gadget, un de ces quatre, parce qu'il y a tellement de gadgets utiles que ça mériterait d'être approfondi. Mais je le garde pour une prochaine session, parce que là, ça fait déjà 1 heure entière que je cause. Je commence à avoir soif et faim. Alors, Guir Erz vraiment Erroise, il neige vraiment en ce moment à Rennes, c'est vrai. Et c'est exceptionnel. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Alors, je peux déjà fermer tout ça, puis repasser face caméra. Hop là. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, surtout, n'hésitez pas. J'ai déjà une idée éventuelle de ce que je vais faire la semaine prochaine. Un peu d'OpenRefine parce qu'on m'a demandé. Peut-être avec une guest star à vérifier, il faut que je le prépare. Si c'est pas la semaine prochaine, ça sera la suivante. Et j'ai pas forcément d'idée pour le reste de l'année. Donc si vous me donnez pas d'idée, je vais faire des monuments historiques jusqu'à la fin des temps, parce qu'il y a tellement à faire sur les monuments historiques que j'ai de quoi m'amuser. Sinon, comme d'habitude, je suis ouvert aux suggestions, que ça soit par les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Telegram, Discord, Pigeon Voyageur, tout ce que vous voulez. Mastodon, je le regarde pas tous les jours, mais je reçois des alertes mail si je reçois un mail, donc un message, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir sur ma page Wikidata, utilisateur vigneron, ou partout ailleurs, en fait, n'hésitez pas. C'est vraiment aussi, je pense, intéressant que je fasse des explications du Sparkle et de Wikidata qui correspondent le plus à vos besoins. Est-ce qu'Herminique pourrait nous faire une présentation un jour? Non, Herminique reste sagement derrière moi, en arrière-plan. Elle ne peut pas faire de présentation avec ses petites pattes de peluche, elle ne peut pas appuyer sur le clavier. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui sont dans le même hémisphère que moi. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine, à mardi prochain. Et ciao, Kenavo.